Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News au sommaire de l'actualité. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle, la condamnation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko pour diffamation est confirmée par la Cour suprême. Et au lendemain de cette décision, la Cour constitutionnelle qui examine actuellement les dossiers de candidature à l'élection du 25 février 2024 a rejeté sa candidature. À Madagascar, Christian Tsaï reste à la primature. Il est reconduit dans ses fonctions de Premier ministre par le président de la République réélu il y a un mois. La composition du nouveau gouvernement est attendue dans les prochains jours. Libération d'Oscar Pistorius, l'ancien athlète paralympique sud-africain bénéficie d'une libération conditionnelle à mi-peine après une condamnation à 13 ans de prison pour le meurtre de sa compagne, Riva Steenkamp. Oscar Pistorius a toujours affirmé avoir cru tirer sur un cambrioleur, version toujours contestée par la famille de la victime. Au Sénégal, la Cour suprême a confirmé ce jeudi 4 janvier la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation, une décision qui porte un nouveau coup aux espoirs de l'opposant. La peine compromet en effet fortement la candidature d'Ousmane Sonko à l'élection présidentielle prévue le 25 février prochain. Samantha Saberou Saboubanga. La Cour suprême sénégalaise a entérimé le 4 janvier 2024 la condamnation du principal opposant Ousmane Sonko à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation et injure envers le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. Une condamnation qui compromet fortement la candidature du leader du parti PASTEF à la présidentielle du 25 février 2024. Selon le code électoral sénégalais, les personnes condamnées à une peine avec sursis inférieur ou égal à 6 mois sont inéligibles pour une durée de 5 ans. Nous pensons que la décision de la Cour suprême est influencée par le pouvoir fini. Le président Ousmane Sonko est déjà inscrit dans le fichier en vertu de l'ordonnance rendue par le président de la Haute Cour de Dakar. Et pour vraiment parler de son inéligibilité, il faut emprunter une nouvelle procédure de radiation fondée cette fois-ci non pas sur la contumace, mais sur la diffamation. La Cour suprême a confirmé la condamnation d'Ousmane Sonko tout en maintenant la peine. Cependant, elle a annulé la partie de la décision qui concernait la contrainte par corps. Les avocats d'Ousmane Sonko avaient soulevé une exception d'anticonstitutionnalisation, arguant que certaines lois étaient inconstitutionnelles. La Cour suprême a jugé cet argument irrecevable, ne prenant donc pas en compte l'exception soulevée par la défense. Et le Conseil constitutionnel aura déjà validé sa candidature pendant qu'il cherche une issue de secours. N'oubliez pas que le fichier électoral n'est pas un marché public. Et on y entre comme on veut, on y sort comme on veut. Pour parler de radiation d'Ousmane Sonko, il faut attendre l'ouverture de nouveaux fichiers électoraux. Rappelons que lors du dépôt du dossier de candidature d'Ousmane Sonko à l'élection présidentielle, le dossier a été déposé malgré de nombreuses difficultés, notamment l'absence d'une attestation de la caisse de dépôt et de consignation qui lui avait été refusée sous prétexte que Sonko n'était pas sur les listes électorales. De plus, la Direction générale des élections avait refusé de lui délivrer des fiches de parrainage nécessaires à la collecte de soutien exigé par le code électoral. Classé 3e lors de la présidentielle de 2019, Ousmane Sonko est en détention depuis le 29 juillet 2023 pour plusieurs accusations dont l'appel à l'insurrection. Et alors que la Cour constitutionnelle examine actuellement les dossiers de candidature et qu'elle doit annoncer d'ici le 20 janvier la liste des candidats retenus à la présidentielle, la juridiction a rejeté ce vendredi le dossier de candidature d'Ousmane Sonko au motif que celui-ci serait incomplet. La conférence épiscopale catholique et les églises protestantes de la République démocratique du Congo exigent l'ouverture d'une enquête indépendante sur
les irrégularités constatées lors des élections générales du 20 décembre, notamment durant l'élection présidentielle qui a donné lieu à la victoire du président sortant Félix Tshisekedi, réélu avec plus de 73% des voix pour un second mandat selon les résultats officiels. Une issue électorale qualifiée de coup d'État électoral par l'opposition qui dénonce un processus entaché d'irrégularités, incluant des bourrages d'urnes et des violences. Cette enquête demandée par une partie de l'Église congolaise s'inscrit dans un contexte d'une poursuite de transparence que l'on retrouve également du côté de la Commission des droits de l'homme qui demande aussi à la justice d'ouvrir une enquête sur une quarantaine de cas d'anomalies relevés le 20 décembre 2023. Un mois après sa réélection contestée, le président malgache Andrade Joël a annoncé ce 4 janvier la reconduction de Christian Tshai comme Premier ministre, le choix donc de la continuité. Pour un second mandat, le chef de l'État a confié 2 objectifs à son chef du gouvernement, des priorités qui ne sont pas nouvelles, à savoir le défi du développement de Madagascar et la lutte contre la corruption. Samantha Saberou Saboubanga. À Madagascar, le président Andry Rajoelina a officiellement reconduit le 4 janvier 2024 Christian Tshai comme Premier ministre. Avec cette reconduction, le chef du gouvernement Christian Tshai bat le record de longévité en tant que Premier ministre au cours de la 4e République à Madagascar. La reconduction du Premier ministre Christian Tshai ne fait que confirmer les analyses, les prévisions que nous pouvions faire sur la situation à Madagascar. Cette reconduction, elle s'explique pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il y a un véritable binôme et un véritable couple, j'ai envie de dire, entre le président de la République malgache et le Premier ministre du gouvernement. Avec ce choix, le chef de l'État malgache garde dans sa ligne de mire les prochaines élections législatives qui doivent être organisées au cours du premier semestre 2024 en vue d'obtenir la majorité au Parlement. Un autre gage de stabilité pour le régime. Je pense qu'à Madagascar, dans le contexte actuel, mais également avec l'analyse des situations précédentes, c'est important de trouver un lien de confiance. Je pense que la confiance est l'une des compétences les plus grandes dans la politique à Madagascar. Secondement aussi, ça permet d'aller beaucoup plus vite et de se dire que l'optimisation va se faire davantage sur le choix des ministres et notamment avec les différents portefeuilles et que là, c'est là qu'on verra notamment une différence, voire une évolution ou de la nouveauté dans les postes qui seront attribués. Selon le chef de l'État Rajoelina, les ministres du nouveau gouvernement seront choisis après une procédure spéciale de sélection et de tests rigoureux. À cet effet, un comité spécial à la présidence sera chargé de ces épreuves. Rappelons que Christian Tshai avait remis la démission de son gouvernement au président Andry Rajoelina lors du Conseil des ministres du mercredi 20 décembre 2023. Après l'explosion à Conakry en décembre dernier du principal dépôt de carburant du pays, la Guinée connaît une importante pénurie de carburant. L'importation et l'approvisionnement du pays sont plus qu'urgents. Le gouvernement de transition est attendu sur cette urgence de trouver une solution pérenne afin de juguler cette crise. Nabila Kamara. À la suite de l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaluma-Conakry, la capitale de la Guinée, le pays est confronté à une crise d'approvisionnement en carburant. Les premiers jours ont été relativement bien gérés avec une gestion ordonnée dans les stations de service. L'approvisionnement étant strictement rationalisé, 25 litres par véhicule et 5 litres par moto, avec l'interdiction de servir dans les bidons. Mais au fil du temps, le non-respect de ces mesures par les citoyens a entraîné un désordre croissant, ce qui provoque des files d'attente interminables devant les stations. Les difficultés que nous avons pour avoir le carburant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de carburant, c'est parce que le fait que dans toutes les stations où nous partons, il y a l'embouteillage parce qu'il y en a beaucoup qui veulent avoir le carburant. Donc la liste sera trop longue. Mais dès que ton tour arrive, tu vas carburer. Sinon, je suis là depuis 4 h du matin. J'ai quitté le quartier Yataya pour la ville dans le cadre de trouver le carburant. Mais nous avons l'espoir que nous allons le trouver bientôt. Face à cette situation, le gouvernement guinéen a assuré que la distribution de carburant se poursuivra sans interruption. Les pays voisins vont soutenir l'approvisionnement pour atténuer la crise. La Côte d'Ivoire, par exemple, compte livrer 50 millions de litres par mois.
Dans les stations-service, les opérations sont contrôlées par les superviseurs de la Société nationale du pétrole. On cherche toujours à satisfaire les clients en leur faisant comprendre. Il y a d'autres qui ne comprennent pas aussi facilement, mais il faut beaucoup communiquer pour qu'ils puissent comprendre et pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Si l'autorité peut nous aider dans chaque station, qu'il ait au moins des agents de sécurité pour nous aider, parce que souvent ce sont des motards qui nous fatiguent. Selon les experts, la consommation quotidienne nationale d'essence s'élève à 1200 tonnes métriques, 2400 tonnes pour le gasoil et pour le mazout, un peu moins de 4000 tonnes métriques. Une quantité 10 fois supérieure qui est partie en fumée lors de l'explosion du dépôt de Kaloum, selon les experts. Près de 11 ans après s'être rendu coupable du meurtre de sa compagne, l'ex-champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius est sorti de prison ce vendredi 5 janvier. Il a purgé plus de la moitié de sa peine. Il se trouve désormais placé en liberté conditionnelle. Dans une déclaration, la famille de la victime, Riva Steenkamp, se dit condamnée à vie. C'est la réaction recueillie après la libération d'Oscar Pistorius. Joël Ballot. Oscar Pistorius est libre. L'ex-champion paralympique sud-africain est sorti de prison le 5 janvier 2024. Condamné lors de son procès en appel en 2017 à 13 ans et 5 mois de réclusion pour le meurtre de sa compagne Riva Steenkamp, 29 ans, commis en 2013, Oscar Pistorius, 37 ans, éligible pour la liberté conditionnelle depuis avril 2023, est depuis le 5 janvier déclaré libre. Il a été admis dans le système correctionnel communautaire et est maintenant chez lui. Il n'est pas autorisé à consommer de l'alcool. Il doit aussi accomplir des travaux d'intérêt général, être présent à un domicile désigné dans une banlieue de Pretoria à certaines heures de la journée. Il n'a pas le droit de donner des interviews aux médias. Dans le cadre de son placement en liberté conditionnelle jusqu'à la fin de sa peine en 2029, Oscar Pistorius devra suivre une thérapie sur la gestion de la colère et les violences faites aux femmes. Selon la justice sud-africaine, la libération sous condition de Pistorius se justifie du fait qu'il ait d'abord été condamné pour homicide involontaire, un jugement considéré comme trop clément par le parquet, puis rejugé et finalement condamné pour meurtre. Aujourd'hui, comptant les mois déjà passés en prison avant et pendant son incarcération, il est mis sous liberté surveillée. Lorsqu'il s'agit de la commission de libération conditionnelle, elle est fortement guidée par la loi sur les services, les différentes activités liées à la personne, dont vous pouvez avoir suivi des cours, pendant que votre dossier de libération conditionnelle est en étude. Si vous êtes admissible à la libération conditionnelle et qu'il y a eu une victime, quelle que soit l'issue du dialogue entre la victime et le délinquant, vous êtes éligible à la libération conditionnelle. Sextuple champion paralympique, amputé des 2 jambes, Oscar Pistorius, surnommé Blade Runner, en référence à ses prothèses de carbone, est entré dans la légende des Jeux Olympiques de 2012 en s'alignant avec les valides aux 400 mètres. Aujourd'hui libre, Pistorius nie toujours avoir ouvert le feu sur sa victime dans un accès de colère, affirmant avoir cru à la présence d'un intrus dans sa résidence. Encore une semaine avant le coup d'envoi de la compétition, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroulera du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire avec 24 sélections engagées. En attendant le début de la compétition, on va se pencher aujourd'hui sur l'une des équipes qualifiées pour le plus prestigieux des tournois africains. Gros plan sur la sélection namibienne qui disputera la 4e CAN de son histoire. L'équipe nationale aura fort à faire avec un groupe où figurent également l'Afrique du Sud, la Tunisie et le Mali. Reportage Joseph Moifo. Avec une superficie de 825 615 km² et une population de 2 millions d'habitants, la Namibie participera pour sa 4e fois à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Sa première participation remonte en 1998 au Burkina Faso, où elle est sortie au premier tour. La Fédération nationale namibienne de football, qui a été fondée en 1990, est membre de la Confédération africaine de football en 1992 et rejoint la FIFA la même année.
Les braves guerriers de la Namibie, comme on les appelle, qui vont prendre part à cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, ont eu à discuter plusieurs rencontres, à l'instar des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, où ils ont fait montre de leur bravoure et esprit de détermination en battant plusieurs grosses pointues du football africain, comme le Cameroun. Les forces de cette équipe, nous n'allons pas douter que nous avons assisté toute à la qualification de cette équipe pour la CAN. Elle est sortie deuxième dans leur groupe, derrière le Cameroun. Elles ont créé cette sensation en gagnant l'équipe camerounaise que nous connaissons avec des grands noms tels que Vincent Obaka, Choupo-Moting. L'équipe nationale de la Namibie a participé à 3 reprises à la Coupe d'Afrique des Nations, sortant au premier tour des 3 compétitions. Avec une bonne prestation en phase de groupe de 1998 à 2008, les Brave Warriors de la Namibie comptent sur leur atout offensif à l'instar de leur attaquant vedette Peter Chalolil. Ces 27 joueurs, pour cette expédition en Côte d'Ivoire, c'est la meilleure des équipes que la Namibie puisse avoir. Parce que lorsqu'on voit techniquement, ce sont les joueurs qui sont titulaires dans leur club et ce sont les joueurs qui apportent toujours un plus lorsqu'on les appelle. 115e selon le classement FIFA au 30 novembre 2023 et 27e africain. L'équipe namibienne ne vient pas en Côte d'Ivoire en victime résignée. Je pense que pour cette Coupe d'Afrique, l'équipe namibienne aura son mot à dire dans cette poule, puisque étant considérée comme le petit pousset de cette poule, elles peuvent vraiment créer la sensation comme elles ont créé contre l'équipe nationale du Cameroun. Évoluant dans le groupe E, en compagnie de la Tunisie, l'Afrique du Sud et le Mali, les Braves Warriors de la Namibie disputeront ainsi leur 4e Coupe d'Afrique des Nations. La Namibie jouera son premier match de poule le 16 janvier 2024 contre la Tunisie. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Restez avec nous sur Africa 24.